Eh bien, bonsoir à toutes et tous, et nous nous retrouvons pour un nouveau scaphandre audio, scaphandre capsule, blague à part. On va continuer donc par rapport au dernier sujet de la dernière fois, qui traitait un peu de l'épidémie, la situation actuelle, donc que je recouvre avec forcément mon interprétation. Alors, dans cet audio, plusieurs questions auxquelles on peut tenter de répondre partiellement, bien sûr, qui me semblent intéressantes. Alors, les institutions, les gouvernements, les élites sont-ils nos papas-mamans, nos parents? Il est très intéressant d'observer un rapport direct entre le rapport qu'a une population et son gouvernement avec celui d'un enfant et ses parents. Sommes-nous vraiment des adultes? Alors, bien sûr, on va répondre à ça. Enfin, on va donc poser la question suivante. Mais qu'est-ce qu'être adulte? Donc, par définition, en fait, un adulte, c'est quelqu'un qui fait preuve d'équilibre, de maturité. Donc après, en fait, on pourrait dire forcément, on est adulte, mais ça dépend pourquoi. La réponse à cela peut s'obtenir de plein de façons différentes, notamment en observant notre comportement face au gouvernement et leur façon de nous considérer. La question est donc, comment nous considèrent-ils? Comme des enfants, et pourquoi? Sommes-nous si immatures au point de nous laisser nous infantiliser et remettre notre pouvoir entre les mains d'autres personnes que nous? Pourquoi saurait-elle mieux que nous ce qui est bon ou mauvais pour nos vies? Peut-être avons-nous autorisé indirectement à ce que ces individus aient plus de pouvoir qu'ils devraient en avoir, que ce soit pour nos vies, sur nos vies, nos choix, nos aspirations. Peut-être est-ce parce que nous préférons nous taire que de clamer haut et fort ce qui nous semble tellement évident au point que nous finissons par ne pas le dire car nous constatons que certaines évidences, à notre sens, sont écrasées par une majorité bien pensante. Se voiler la face est un sport olympique que nous aimons pratiquer. Prenez l'exemple du phénomène de l'effet de groupe, qui est l'effet de groupe. Donc en fait, quand on est dans un groupe composé de plusieurs personnes, donc se crée une bulle de pensée, d'idées, de codes qui apparaissent et qui servent de modèle d'intégration. Donc on n'aime pas en fait par nature ce qui nous est étranger, donc on s'identifie à ce groupe. Bon. Je prends l'exemple du groupe d'amis quand vous étiez jeune ou peut-être encore d'actualité, quand vous avez remarqué forcément que quand on est en fait dans un groupe d'amis, alors ça dépend à quel degré en fait ça se produit, mais souvent on a plus de difficultés d'exprimer quelque chose qui vient vraiment de nous, et on a tendance à se laisser un peu happer par cet esprit de groupe, et donc nos réponses, notre raisonnement va s'en retrouver être influencé par celui-ci. Ça c'est un truc qu'on peut remarquer même dans une famille, dans une association, un groupe, voilà, toute forme de groupe en fait, créer un esprit collectif. Donc là, la dimension du bien et du mal n'a pas son intérêt en fait, c'est juste pour décrire ce principe-là. On le retrouve donc à l'échelle de la société. Il y a des acteurs, il y a des personnes donc, qui jouent, qui endossent le rôle du maître, du parent, par exemple les gouvernements, les institutions qui ont du pouvoir, les groupes de pouvoir, tout ça. Mais comment se fait-il qu'elles aient autant d'influence, d'impact? Comment ça se fait qu'on se soumette autant à leurs injonctions, à ce qu'elles nous dictent en fait comme une marche à suivre? Et ça, en répondant à cette question, on peut répondre de plein de façons différentes. J'imagine très bien que parmi ceux qui écoutent, vous avez déjà votre petite idée, hein. Donc voilà, il y a tellement d'évidence, il y a tellement d'éléments qui démontrent ce schéma, donc parents, pervers, on va dire, et enfants victimes. Et on a cette manie, cette tendance à se victimiser dès qu'une situation se présente à nous et qu'elle nous met dans une position justement de faiblesse ou ou que l'autre est en tort, etc. Donc bien sûr, quand je dis ça, ça cautionne pas forcément leurs agissements, leurs injonctions, leurs projets, leurs lois liberticides, tout ça. Mais par contre, ça nous permet aussi d'aborder une dimension plus responsable de la part de nous-mêmes
face à tout ça, et donc de ne plus attendre ou espérer un retour des choses ou une solution servie par ces mêmes personnes, ces mêmes maîtres, ces mêmes dirigeants. Donc la colère qui est forcément redirigée vers ces contrôlants, ces pantins, ces dirigeants, elle est justifiée donc par un ras-le-bol, par effectivement qu'on en a marre de se faire taper dessus. Mais pourquoi on se fait taper dessus? Pourquoi on se laisse dominer par ces personnes? Encore une fois, cette question. Et regardons en nous notre comportement, notre état d'esprit, ce qu'on cautionne indirectement, consciemment ou inconsciemment, ce qu'on approuve, même si c'est quelque chose qui d'apparence n'a pas forcément de lien ou de rapport direct avec ce qu'on déplore ou ce qu'on dénonce. Toutes ces questions en fait nous permettent de nous diriger vers une dimension qui est beaucoup plus mature et responsable. Et c'est tellement tentant de reposer toutes ces accusations de notre misère actuelle entre les mains de personnes sans prendre en compte cette dimension-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important, je pense, vraiment pour ne plus être sous le joug de ces influences, de ces agendas, de reprendre notre souveraineté. Et reprendre sa souveraineté, c'est prendre conscience de son pouvoir, prendre conscience de son propre espace, se respecter. On se respecte, on ne laisse pas, on n'approuve pas tout et n'importe quoi. S'il y a des choses qui nous semblent incohérentes, qui nous semblent injustes, ou tout simplement déplacées, il est dans notre devoir en fait de l'exprimer et de refuser tout simplement. C'est pourquoi dans les temps qui vont venir, après ce confinement et tout ça, ça va être très 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 primordial, notre capacité à refuser, à désobéir justement à tout ça. Et quand on désobéit à quelque chose, on prend position. C'est vrai qu'on a peur aussi de prendre position, on a été conditionné sous prétexte d'un esprit critique, ou pour pas trop se mouiller, on va dire ça comme ça. On aime bien se faufiler dans tout ça et se dire je sais pas trop, ah non ça va, ils sont gentils, ah non en fait je sais pas, et en fait non, on reste passif en fait de tout ça. Alors là quand je dis ça, c'est pas un appel aux armes, c'est pas tous dans la rue on va tous les défoncer, bien sûr que non, en fait c'est même le contraire. Si on veut se montrer digne et responsable de la suite face à la suite des événements, on a vraiment l'urgence et la nécessité d'assumer tout simplement sa position, même si on passe pour un complotiste, même si on passe pour quelqu'un de fou, quelqu'un d'inconsistant dans son approche, peu importe comment la bien-pensance ou la pensée collective peut nous désigner, mais en tout cas voilà, on a vraiment l'importance, c'est vraiment important, de prendre position aujourd'hui, ici et maintenant, même si vous serez rejeté dans votre famille. On n'a pas besoin, par contre, de rajouter une dimension, on va résister à tout prix. Non, on n'a pas besoin de résister, ça pareil, face à l'envahisseur, mais juste de s'imposer. Et s'imposer, c'est ne pas surestimer l'influence que l'autre a sur nous et de considérer notre propre espace. Voilà. Ça, c'est capital. On l'a vu, comme j'en avais parlé dans le dernier audio, cette démonstration docilité grâce à la peur, en fait, la peur et la peur, quand elle s'immisce dans nos choix et dans notre psyché, elle agit énormément et elle influence énormément nos décisions. Donc ça aussi, prendre conscience à partir de quelle émotion, de quel état d'esprit avons-nous fait ce choix, est un élément qui me semble très, très important à soulever, d'autant plus qu'on peut le voir aujourd'hui quand on aborde certaines choses qui ne vont pas dans le sens de la bien-pensance, soit on est considéré comme des complotistes, des gens complètement timbrés parce qu'on met en danger les autres avec de tels propos, comme par exemple dire le fait que un masque ne sert à rien en définitive, dans l'absolu. Je dis pas qu'il sert à rien pour certains cas, mais voilà, ça s'attache toujours au registre de la psychose, et ça va dans ce jeu-là, ça joue le jeu en fait. Voilà, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui joue le jeu, justement, de tout ça, de ces plans, de ces injonctions,
de ces élites, de ces projets, qu'est-ce qui va dans leur sens, dans notre comportement? On peut faire une petite liste si on veut s'amuser. Avoir peur, déjà, bon ça c'est pas un secret. Accepter donc de se méfier des autres, d'avoir un comportement un peu méfiant à l'égard même de personnes qui sont proches de nous parce qu'elles seraient susceptibles de nous contaminer. Condamner forcément par délation toute personne ne respectant pas la règle pour pallier ce virus qui est complètement absurde, comme le confinement, ça a déjà été démontré par des personnes très sérieuses dans le domaine. Je fais notamment référence à Jean-Jacques Crèvecoeur, voilà, qui est super dans son approche. Et donc voilà, qu'est-ce qui dans nos actes, qu'est-ce qui dans notre état d'esprit nourrit, alimente tout simplement et cautionne ces êtres, ces personnes, ces groupes de pouvoir, qu'est-ce qui leur donne crédit dans leur approche. Et tout ça en fait nous permettra d'y voir plus clair dans le tableau qui se dessine devant nous. On a aujourd'hui suffisamment d'informations sur internet auxquelles on peut avoir accès pour un minimum remettre en question ce qui nous est servi de but en blanc par les médias. Ça a déjà été décortiqué. Bon, il y a encore des débunkers, il y a encore des personnes qui passent du temps à... que je peux comprendre, hein, forcément, de cette démarche, mais de comprendre comment une personne peut en arriver à ces conclusions complotistes. Bon, je respecte tout travail, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même, qu'on soit complotiste ou non, et qu'on peut observer, qui sont évidentes. Comme par exemple le principe d'utiliser un événement comme l'épidémie pour justifier tout ce qui va avec. Et quand les médias ont fait en fait l'amalgame exprès, hein, je soupçonne, entre la 5G et le coronavirus, disant que les complotistes disent que le coronavirus est lié à la 5G, alors l'affirmation en fait elle est limite à l'envers. C'est pas que la 5G a créé le virus, c'est que peut-être qu'il y a un rapport entre l'épidémie actuelle et un lien, disons, un rapport, dans la continuité des choses, dans les agendas aussi, avec peut-être la 5G. Les applications, la récupération de données, le partage de données, la surveillance. Voilà, bref, vous connaissez, pas mal d'entre vous connaissent le sujet, donc j'ai pas besoin de trop m'étayer dessus. Mais voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on rentre dans une période où peu importe à quel point on peut perdre notre crédibilité quand on parle d'un sujet, il y a des faits qui ne sont irréfutables. Je suis pas la personne qui soit la mieux renseignée sur les sujets vraiment dont les lanceurs d'alerte parlent. C'est pas trop mon domaine, on va dire. Mais par contre, voilà, n'importe qui peut faire des recherches. Ça veut pas dire prendre pour acquis en fait nos recherches en considérant qu'elles sont une conclusion à tout ce qui se passe, parce que ça nous enferme dans une bulle en fait, et on pense que tout le reste est faux. Donc ça pareil, on a un équilibre à trouver dans ça, mais se poser des questions, se renseigner, faire des recherches, écouter des vidéos qui vous semblent intéressantes, tout en gardant un équilibre avec ce qu'on applique en nous aussi, c'est très important. Et effectivement, un autre point très important, piqûre de rappel, certes, il y a un ordre des choses qui fait que les choses sont très fluides quand on est serein, quand on fait confiance tout simplement à la vie, on fait confiance en nous, on se fait confiance mutuellement, forcément que ça nous fait rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est ça l'excellente nouvelle, c'est que dans la dimension, on va dire, underground de tout ce qui se passe de manière visible, il y a plein de choses qui se font en sous-marin et qui pourtant, même si elles ne sont pas forcément tangibles par beaucoup d'entre nous, elles se passent quand même. Et quand certains parlaient d'apocalypse ou de périodes qui révèlent justement des choses occultées, sans même s'identifier à une religion ou être croyant, on peut constater ce phénomène autour de nous, où beaucoup de choses qui ont été occultées jusqu'à maintenant remontent en surface et sont abordables de plus en plus dans le collectif, dans le conscient collectif. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, et beaucoup de choses décrédibilisées jusqu'à maintenant auront de plus en plus de crédit. Ça ne plaît pas, ça fait peur, hein, ça intimide, ça se comprend.
Et pourtant, il va falloir l'accepter petit à petit, à son rythme. Personne n'est forcé à quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une phase très importante. Il y a beaucoup de chemins qui se présentent à nous. On ne pourra pas effectivement revenir en arrière, comme disent certains. Pas forcément dans le mauvais sens, pas forcément dans le bon sens non plus. Voilà, tout dépend comment on se positionne. Et c'est pour ça qu'on va être amené de plus en plus à être acteur de notre réalité, dans ce qu'on construit, dans ce qu'on veut voir naître tout simplement sur cette terre. Personne ne le fera à notre place. Il n'y a que nous-mêmes et chacun d'entre nous qui pouvons justement interagir avec ça et influencer le cours des choses. Voilà, donc ça permet déjà de s'extraire de cette passivité où on attend le Messie, on attend qu'on nous serve l'ultimatum, l'ultime solution sur un plateau, toute fabriquée. Ah, bah c'est pratique, ça y est, on n'a plus rien à faire. Non, en fait, on crée la solution, on crée notre voie de sortie, notre porte de sortie. Personne ne la créera à notre place. Et c'est ça qui va nous faire grandir en maturité, qui va nous permettre de grandir, d'apprendre aussi de nos anciennes habitudes, de nos anciens comportements. Cette période de confinement, d'ailleurs, bien que absurde, par exemple, elle nous a permis vraiment pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, de prendre du recul, justement, sur nos anciennes habitudes, sur ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui, et donc de faire, pour beaucoup, un virage à 180 degrés. Ça, c'est tangible, hein. Il y a, même avant ça, de plus en plus de personnes, donc des médecins qui ont répertorié les cas, en fait, de burn-out déclarés. C'était alarmant, mais dans le bon sens. De plus en plus de personnes ne supportent plus leurs anciennes habitudes. Et ça, c'est excellent. Ça met vraiment en lumière la défaillance, en fait, de l'état d'esprit de ce système. Voilà. Donc, pour répondre aussi au fait que quand on dit ça, oui, j'envoie chier le système, tout le système est pourri, tout est de la merde. Non. Heureusement d'ailleurs, on en fait partie. Il y a des choses qui sont extraordinaires que j'ai pu découvrir, que j'ai pu apprendre aussi au sein de ce système, qui sont très intéressantes, qui sont même passionnantes. Donc j'en suis vraiment reconnaissant. C'est aussi un moyen de nous entraîner, de nous dépasser aussi. C'est un moyen de se dépasser face à la difficulté, face à la contrainte. Donc c'est un peu l'intérêt en fait de toute l'expérience. Et là où ça peut être contraignant, effectivement, c'est quand on subit l'expérience et qu'on la vit plus. Et c'est là où je voulais en venir. Voilà, c'était une petite parenthèse pour suivre ce qui avait été dit. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, peu importe à quelle heure vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.